Bonsoir. Vous avez peut-être encore souffert de la chaleur aujourd'hui, jusqu'à 34 degrés. Une journée à l'image de cet été chaud et sec. Il a plu 2 fois moins que la moyenne. Et regardez la carte de ce 25 août. Tout le sud-est du pays est en brun foncé, en extrême sécheresse. En brun moyen, c'est très sec. Seules les zones en blanc indiquent un état proche de la normale. Alors, depuis ce matin, les médias de la RTBF vous proposent des éditions spéciales consacrées à cette sécheresse et ses multiples conséquences. Des villes qui étouffent, des jardins et des gens qui se meurent, des champs qui se meurent et des forêts qui brûlent également. D'ailleurs, la forêt, c'est notre première étape ce soir. Nous allons immédiatement rejoindre Benjamin Braun. Bonsoir. Vous êtes à la caserne des pompiers de Libramont, des pompiers encore et toujours sur le qui-vive. Ben oui, tout à fait Nathalie, sur le qui-vive, et ils ont raison puisque pas plus tard qu'en fin d'après-midi, un important incendie de forêt et de broussailles s'est déclaré sur la commune de Tellin, c'est-à-dire plus au nord dans la province de Luxembourg. Et depuis ce matin, ces feux sévissent un peu partout dans la province. Pour reparler de ce feu de forêt à Tellin, il est assez important et il a nécessité l'intervention de l'hélicoptère de la police fédérale. Là-bas, importants moyens sont toujours ce soir mobilisés. Je vous le disais, depuis ce matin, c'est pas moins de 7 appels pour des feux de forêt et de broussailles qui ont été enregistrés sur le territoire de la zone de secours de Luxembourg. Alors pour comprendre la nouvelle réalité de ces pompiers, le manque de moyens, parfois le manque de moyens matériels mais aussi humains, nous avons suivi 2 équipes sur 2 interventions importantes pour des feux de forêt et de broussailles avec Dominique Van de Capelle et David Crozet. Au bord de l'autoroute 411, le feu a grignoté des centaines de mètres carrés de végétation. Sous un soleil de plomb, les pompiers se démènent pour éviter une dangereuse propagation à la campagne voisine. À la base, l'appel qu'on reçoit ici est un feu de véhicule. Un feu de véhicule sur la 411 avec légère propagation au talus. En arrivant, on constate qu'il n'y a pas de véhicule. Par contre, on a un feu de talus et de champs se propageant à grande vitesse. Cet officier pilote les opérations. Il revient tout juste d'une formation dans le sud de la France, aux côtés des pompiers du Var. La préparation des services de secours doit désormais s'adapter à de nouveaux types de sinistres. C'est un feu qui se propage de manière libre selon les conditions climatiques et selon le vent. Donc inexorablement, on doit s'entraîner, on doit se préparer au changement et aux évolutions climatiques qui nous attendent. Quelques heures plus tôt, c'est ici, dans le massif forestier de Saint-Hubert, que les hommes du feu sont sollicités. La zone a été le théâtre hier d'un incendie et le feu est en train de se ranimer. Ce type d'intervention est devenu quotidienne dans la région. Il faut compter pour l'instant qu'on ait une dizaine d'interventions de ce type-là par jour. Pour habituellement 2 à 3 interventions, des années qui sont, on pourrait dire, normales. Dans la zone de secours du Luxembourg, il manquerait 80 pompiers. Le matériel est ancien, à l'image de ce camion acquis au début des années 80. L'été 2022 doit, pour le commandant, être un déclic pour le monde politique. 2020, on a eu le Covid. 2021, on a eu les inondations en juillet qui étaient catastrophiques, je le rappelle. 2022, on connaît des incendies extérieurs de grande ampleur. Je pense que tous les pompiers espèrent vraiment que 2023 sera l'année d'une réflexion profonde sur la sécurité civile de demain. Comme le climat, le travail des pompiers a changé, mais il manque aussi de moyens humains et matériels pour affronter cette nouvelle réalité. Autre lieu, autre terre devenues arides, les terres agricoles. Bonsoir Sophia Kotsoglou, vous êtes à Ezoprel. Le constat est plutôt désolant pour les agriculteurs, mais il y a des solutions ? Oui, je me trouve ici dans une exploitation agricole qui teste, qui expérimente des nouvelles méthodes de culture, puisque sécheresse exceptionnelle cette année, inondation exceptionnelle l'année passée, ces conditions météo extrêmes, poussent les agriculteurs à se poser des questions. Alors, comment envisager une agriculture qui s'adapte tout aussi bien à la sécheresse qu'aux inondations? Est-ce possible? J'ai à mes côtés Simon Dierix, vous êtes coordinateur de Greenotech, un groupement d'agriculteurs qui réfléchit à des méthodes de culture plus durables. Alors selon vous, clairement, l'agriculture est à un tournant de son histoire, elle doit se réinventer?
Ben oui, malheureusement, on ne peut plus continuer comme on avait l'habitude de le faire. Le changement climatique est vraiment à nos portes et donc il faut aussi que l'agriculture change pour être de plus en plus résiliente, encore plus résiliente face aux extrêmes. Et donc chez Greenotech, c'est ce qu'on essaye de faire en développant des techniques comme par exemple la couverture du sol. Où en fait, on va essayer de protéger le sol au maximum contre les extrêmes climatiques. D'un côté, par exemple, les orages, quand il pleut sur un sol qui est couvert, par exemple par de la paille ou par des végétaux, ben, l'eau va plutôt s'infiltrer au lieu de casser le sol et de faire de l'érosion. Et donc d'un côté, quand l'inondation, orage, et à l'autre extrême les sécheresses comme cette année où un sol couvert en fait va moins s'échauffer et également qui dit moins d'échauffement dit moins d'évaporation. Donc voilà, c'est des sols qui sont plus résistants. Et puis après, par la suite, on expérimente, on va essayer de semer directement sur le sol avec un semoir comme on le voit derrière moi, ou sans enlever la protection du sol. Donc on va se faire un semis direct où on va implanter la culture directement dans le sol que couvert. Voilà donc pour ces méthodes de culture qui sont innovantes et qui vont parfois à contre-courant de ce qui s'est fait jusqu'ici et qui nécessitent donc aussi de faire tomber certaines barrières psychologiques chez les agriculteurs, mais qui nécessitent aussi certains investissements. Rien que le semoir innovant que vous voyez là derrière moi coûte 50 000 €. Merci à vous, Sophia. Merci également à votre invité. Et vous faites peut-être partie de ceux qui se souviennent d'autres épisodes de chaleur. Oui, nous avons déjà vécu cela, mais pas forcément dans les mêmes proportions. Daniel Welter nous propose une double rencontre sur les mêmes terres, dans la même famille, entre aujourd'hui, 2022, et le fameux été de 1976. Peut-on vraiment comparer les sécheresses de 1976 et de 2022 ? Pour le savoir, nous avons pris rendez-vous avec Marc Mauroy, agriculteur namurois. Car il y a 46 ans, son père Henri faisait déjà l'objet de l'un de nos reportages. Abbé, le fermier Henri Mauroy, regardait avec anxiété l'herbe de ses prairies brûlées par le soleil. Aujourd'hui, le fils Marc fait presque le même constat qu'en 1976. Il me semble qu'il restait encore un poil de vert, de taches vertes dedans. Ici, il n'y a plus rien du tout. Tout est cramé et je crois qu'on va être obligé de ressemer la prairie. Conséquence, l'herbe roussie de la pâture ne suffit plus pour nourrir le bétail. C'était déjà le cas à l'époque. On est arrivé au point de limite et nous allons devoir commencer à soigner les bêtes en pâture parce que nous n'avons pratiquement pas de foin. Il n'y a pas d'herbe, quoi. Il n'y a pas d'herbe. Même topo en 2022. Comment que ça te va? Hein? Des mouches, hein? On nourrit avec de la nourriture qu'on avait prévue pour l'hiver. Et bon, ben, on va arriver au bout de notre stock et on n'a plus rien ici. Pas question pour autant de se séparer de son bétail. Pour tenir bon, il fera le gros dos, comme son père en 76. C'est un froment qui promettait bien, mais qui devrait être comme ça maintenant. Et vous voyez la grandeur qu'il a. Et il commence à sécher dans le pied. Ça risque de nous donner une demi-récolte, quoi. Aujourd'hui, la parcelle a déjà été moissonnée, la récolte est meilleure, mais la comparaison est plus compliquée. Les rendements ont évolué. Moi, je me souviens, papa était des fois content, qu'on était gamin content quand il disait on a fait 4 tonnes hectares. Maintenant, pour notre rentabilité, il faut pratiquement 8 tonnes pour payer tous nos frais. En 46 ans, la culture de la terre a évolué. Reste que de tout temps, la sécheresse cause bien des tracas et des dégâts. Et avec nous en plateau, le climatologue et ex-président du GIEC. Bonsoir, monsieur Jean-Pascal Van Ypersele. On a déjà vécu ça. C'est un des arguments, notamment des climato-sceptiques. C'est vrai qu'on a vécu des épisodes de chaleur, de sécheresse intense d'autres années. Quelles sont fondamentalement pour vous les différences aujourd'hui ? Et la grande différence, c'est que la sécheresse de 1976 était et la canicule de 1976 était très focalisée sur l'Europe. Alors que cette année-ci, j'ai des cartes ici, il y a beaucoup plus de rouge dans le monde entier, et y compris sur l'océan, et ce qui explique aussi la persistance de cette chaleur sur tout l'été. Donc on va malheureusement observer une augmentation de la fréquence de ces événements qui vont devenir, avec le réchauffement du climat, avec le dopage du climat que nous avons provoqué, beaucoup plus fréquents. Donc pour vous, plus besoin de chercher d'autres preuves, elles sont là, celles du dérèglement ? Oui. Le GIEC, dans son tout dernier rapport, a dit, c'est sans équivoque, que ce sont les activités humaines qui provoquent le réchauffement. Et donc, il faut se préparer d'une part et réduire les émissions pour éviter que cela devienne trop grave. Ce qui fait douter aussi, c'est que l'on voit des extrêmes. Là, on parle sécheresse cette année, mais l'année passée, tout le monde se souvient inévitablement des inondations meurtrières. Vous y voyez les mêmes origines, les mêmes problèmes de base ?
Oui, le problème de base, c'est que le système climatique est dopé par le supplément de chaleur que nous avons piégé dans le système à cause de l'effet de serre qui est plus fort aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Et s'il est plus fort aujourd'hui qu'il y a 100 ans, c'est à cause de nos émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre qui piègent la chaleur dans les basses couches de l'atmosphère et qui intensifient les extrêmes, aussi bien les pluies violentes qu'on a eues l'an dernier que les cyclones tropicaux dans certaines régions du monde ou que les sécheresses que nous voyons maintenant et les canicules que nous voyons même aujourd'hui. Oui, on va d'ailleurs en reparler ensemble. Ce dérèglement climatique, il prend effectivement plusieurs formes. Les éléments naturels sont de plus en plus surprenants, agressifs même. La preuve avec ces images fortes d'un été agité sur la planète. Images sélectionnées par Joël Maïkovski et Esmeralda Labi. C'était il y a quelques jours en France, à 2 pas de chez nous. Des pluies diluviennes sur Paris. Et des orages violents en Corse avec des vents extrêmement forts. 200 km/h. Un bilan humain lourd, 5 morts et un pays sous le choc. Terrifiée, terriblement terrifiée. Voir nos enfants de 11 ans qui disent « je ne veux pas mourir à 11 ans, je ne veux pas mourir à 11 ans ». Moi, je pense que c'est l'image la plus dure qui me restera en tant que maman. De l'eau et du feu, comme ici en Gironde, 7400 hectares brûlés. Des feux zombies, comme les appellent les pompiers, parce que des souches encore fumantes brûlent par les racines et enflamment la forêt. Pour les résidents des zones concernées, un seul mot d'ordre, évacuer. Ah oui, il n'y a pas grand-chose. Hein. Non. L'essentiel. L'essentiel, en espérant revenir bientôt, quoi. En Allemagne, le Rhin s'assèche, à tel point que la navigation fluviale s'en trouve perturbée. When you come there, there's we put it 20 centimeters higher 3 days ago. De l'autre côté de l'Atlantique, la Californie brûle. Le plus vaste incendie de l'année, baptisé McKinney, détruit des dizaines de maisons, force des milliers de personnes à évacuer. 20 000 hectares sont détruits. There have been looks more than words. And the looks have been hopeless, actually, which is very sad. De l'autre côté du globe, s'il fallait une image de la sécheresse, ce serait celle-ci en Chine. 42 degrés, tout le sud de ce vaste pays suffoque. Une catastrophe pour les cultures de riz, de soja très gourmandes en eau. Il fait si chaud que les habitants vont dormir dans les stations de métro. Et l'Afrique ? Touchée elle aussi. Algérie, Maroc, dans le nord du royaume chérifien, 3 pompiers ont perdu la vie en voulant sauver celle des autres. Un été perturbé, climatiquement perturbé, aucun continent n'est épargné. Et oui, voilà quelques scénarios catastrophes bien loin des cartes postales de nos rêves. Prenons un autre exemple, une mer que nous connaissons tous, la Méditerranée. Moins rafraîchissante cet été, l'eau a gagné quelques degrés et même si c'est agréable, ce n'est pas bon signe. Marc Mevart et Pascal Bustamante. Cet été pour les baigneurs est exceptionnel. Les vagues de chaleur ont fait en sorte que la température de l'eau est plus que confortable. Elle est super bonne. Elle est super bonne. Elle est très chaude. C'est vraiment agréable. Ça rafraîchit même pas. C'est génial, on rentre sans poser de questions. Cette situation est tout à fait anormale. Le service d'observation de l'environnement marin de l'Union européenne a enregistré en Méditerranée occidentale des surplus de température de 2 à plus de 5 degrés pour les zones les plus sombres de cette carte. Cette augmentation de la température de l'eau a aussi entraîné des orages plus puissants. Plus d'eau, plus chaude dans l'atmosphère dope les événements météorologiques. Comme ici en Corse, la semaine dernière. Il y a quelque chose qui aurait sans doute été un simple orage il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui devient tout doucement, on parle de médicène en Méditerranée, c'est-à-dire d'événements qui commencent à ressembler à des événements tropicaux. Et la mer prend un caractère plus tropical elle aussi, avec l'apparition d'espèces comme la rascasse volante en provenance de la mer Rouge par le canal de Suez. Une inquiétude de plus pour les biologistes marins. Alors ce que l'on craint, c'est l'arrivée d'espèces exotiques qui deviennent envahissantes. Alors ces espèces, ça peut être des herbivores voraces, ça peut être des carnivores aussi qui vont remplacer et dévorer plein de poissons. Et ça peut être aussi des algues envahissantes qui vont complètement modifier nos écosystèmes. La température de l'eau entraîne aussi des proliférations d'espèces comme ces méduses que la température en hausse pousse à se reproduire. La Méditerranée a entamé sa mutation en mer tropicale.
Une grande partie de ces côtes sont méditerranéennes et c'est l'un des pays les plus touchés par la sécheresse et les incendies cet été. Je parle de l'Espagne où nous rejoignons Quentin Warlop. Bonsoir Quentin. Vous êtes à Cebreros, à une centaine de kilomètres de Madrid, là où des feux faisaient encore rage le mois passé. Oui, Nathalie, regardez juste derrière moi, ce sont 5000 hectares qui sont partis en fumée il y a un mois tout juste. Et comme dans tous les territoires touchés cet été, les grands feux de forêt seront déclarés en état de catastrophe naturelle. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Pedro Sánchez. C'est un statut qui doit en réalité permettre de débloquer des aides pour tous les habitants sinistrés. Car la problématique des feux est bien nationale ici en Espagne. Aucune région ou presque n'a été épargnée depuis le début de l'année. L'Espagne a connu près de 400 feux de forêt et emporté près de 283 000 hectares de forêt. Ça correspond à 5 fois la superficie d'une ville comme Madrid. C'est 3 fois plus qu'en 2021. Imaginez-vous, c'est une grande première dans l'histoire du pays. Oui, comment expliquer qu'il y ait tant d'incendies de forêt en Espagne, Quentin ? Mais parce qu'il fait plus chaud, plus sec et ça provoque par ricochet aussi des incendies. Et puis il y a, vous savez, ici en Espagne, un vrai problème de gestion stratégique de ces forêts. Il n'y a quasiment pas de prévention, pas d'entretien, pas de formation non plus. Dans plusieurs régions comme ici, en Castilla et Léon, il y a beaucoup de pompiers qui demandent à être engagés toute l'année pour s'occuper de ces forêts. Or, ils ne sont engagés que l'été. Résultat, les forêts ne sont presque plus entretenues. C'est une année terrible pour l'Espagne. Au total, en Europe, il y a près de 700 000 hectares qui ont déjà brûlé, dont plus d'un tiers rien qu'ici, en Espagne. Quentin Warlop en Espagne, merci à vous Quentin pour ce point en direct. Et toujours avec nous notre invité, l'ex-vice-président du GIEC, Jean-Pascal Van Ypersel. À notre échelle, nous essayons de produire moins de gaz à effet de serre, de consommer moins, de polluer moins. Je parle à notre échelle petite Belgique. Certains disent qu'on subit même des privations finalement pour contrer ce dérèglement climatique. Est-ce qu'on ne pèse pas finalement trop peu dans la balance face à des géants comme la Chine, comme l'Inde, qui sont eux de grands pollueurs ? Mais les causes des changements climatiques sont globales. C'est le total des émissions de CO2 qui compte. Et le CO2 reste très longtemps dans l'atmosphère. Donc les émissions des pays dits développés aujourd'hui sont très largement encore là dans l'atmosphère aujourd'hui. Donc la responsabilité en termes de séparation entre pays développés et pays en développement, elle est toujours largement du côté des pays développés aujourd'hui. Bien sûr, tout le monde doit faire des efforts. Et c'est pour ça que c'est au niveau des Nations Unies que les discussions se passent, lors des COP. Et je vous assure que, comme la Chine, votre reportage l'a montré, voit de près, et l'Inde aussi, quelles sont les conséquences des changements climatiques chez eux. Ils sont en train aussi chez eux de tourner le paquebot que représente leur économie. 1,3 milliard d'habitants, c'est quand même un poids plus important. Et ils construisent cette seule année-ci des dizaines de gigawatts de centrales solaires pour quitter progressivement le charbon en Chine. Et l'Inde est en train de commencer à faire la même chose. Donc, mais tout le monde doit changer. Tout le monde doit changer. Nous avons en Belgique plusieurs ministres du climat. On le sait, ce n'est pas nouveau. Les réponses politiques sont nombreuses, variées parfois. Elles sont positives tout de même. Ce sont des petits pas dans la bonne direction, mais j'ai parfois l'impression qu'on discute du menu de dessert sur le Titanic qui va heurter le iceberg plutôt que de prendre les vraies mesures, alors que le GIEC a été clair du côté de l'adaptation à la partie des changements climatiques qui est déjà là. Il y a 2000 pages dans le rapport de 2014, il y en a 3000 dans celui de cette année-ci qui n'est pas encore imprimé. Du côté de la prévention, pour éviter que la situation devienne ingérable et qu'on ne puisse pas s'y adapter. Donc la sobriété hydraulique, par exemple, dans le cas de l'adaptation du côté des sécheresses, la sobriété énergétique, notamment du côté de la prévention pour diminuer les émissions de CO2. Ça, c'est le volume qui concerne la prévention. Ouais. Et ces mesures proposées, ces recommandations sont beaucoup trop peu mises en œuvre, en Belgique en particulier. Je vais reprendre vos mots. Vous avez parlé du Titanic. Le Titanic, on connaît la fin de l'histoire. Il a coulé. Est-ce qu'ici, on est dans un changement, un dérèglement inéluctable ou est-ce qu'on peut encore enrayer cette fameuse spirale ? On peut, mais il faut mettre en œuvre ce qu'il y a dans ce volume-ci, et on le fait trop peu. Il faut aller vers une sobriété énergétique, vers davantage d'énergie renouvelable. Je pense qu'il faut aussi garder les centrales nucléaires qui sont en bon état, là où elles sont en bon état. Et il faut faire tout ça massivement, et c'est beaucoup trop peu fait, même chez nous. Alors juste le petit clin d'œil, vous êtes venu en short. Ça, c'est un signe qu'il faut vraiment s'adapter. On doit vivre au quotidien avec cette chaleur, elle va nous suivre. Et il faut s'adapter, et la réalité est là. Il y avait 34 degrés aujourd'hui. J'aime
beaucoup les costumes et les cravates, mais il faut s'adapter et il faut des gestes forts pour montrer l'exemple parfois. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau en cette édition spéciale. Merci à vous. Nous sommes passés tout à l'heure par les champs et les forêts. Arrêtons-nous en ville à présent. Des villes en surchauffe avec des différences de température importantes selon les quartiers, jusqu'à 10 degrés parfois. C'est le cas à Bruxelles et cela s'explique notamment par l'aménagement urbain. Voyez ce reportage de Jérémy Dessel et Guillaume Molf. Ce quartier de Bruxelles souffre plus que les autres de la chaleur. Cet après-midi, plus de 30 degrés au thermomètre et une sensation étouffante qui s'explique par un manque d'arbres. Et les arbres sont vraiment un paramètre primordial pour rafraîchir l'espace parce qu'ils puisent l'eau dans le sol et quand il fait chaud, ils font comme nous, ils transpirent et c'est l'évaporation de l'eau qui va rafraîchir l'air. Ce quartier est donc un îlot de chaleur. Manque d'arbres, manque de zones végétales et trop de béton font augmenter la température. A l'inverse, ce quartier de Watermal-Boisfort est un îlot de fraîcheur. La différence se fait surtout ressentir la nuit. Des mini-stations météo placées dans ces deux quartiers ont objectivé les températures. À minuit, après un pic de chaleur, il faisait encore 26 degrés dans le centre-ville contre 19 à Watermal-Boisfort, une différence de 7 degrés. Le béton, les briques, le bitume, ce sont des matériaux qui, sous l'effet du rayonnement solaire, du soleil vont fortement s'échauffer et toute cette énergie qu'ils vont capter va être restituée la nuit, ce qui fait que même s'il n'y a plus de soleil la nuit, le centre-ville va rester chaud à cause de ces matériaux qui vont libérer leur chaleur. Pour en limiter l'impact, une étude a été lancée il y a 6 mois. L'objectif à terme, apporter des aménagements réalistes à la ville, plus d'arbres, plus d'eau, mais aussi repeindre certains bâtiments en blanc. C'est ce qu'a fait la ville de Bruxelles sur le toit du Palais du Midi. Entre le toit noir à 61 degrés et le toit blanc à 48, la température descend de 13 degrés. Quand on peint une toiture en blanc, comme c'est le cas ici, eh bien, la chaleur est reflétée, elle repart dans l'atmosphère et elle ne reste pas ancrée dans la toiture. Ça fait partie des solutions comme la végétalisation ou la diminution du trafic qui diminuent les effets de chaleur urbaine. La ville de demain, qui s'adapte aux fortes chaleurs, pourrait donc ressembler à ceci, davantage d'arbres et des bâtiments blancs pour multiplier les îlots de fraîcheur. Et pour échapper à la chaleur, vous êtes nombreux à plonger dans les zones de baignade, à la côte, dans des plans d'eau ou dans des piscines. Évidemment, tout le monde n'a pas les moyens d'investir dans une piscine privée. Alors, les espaces pour grand public sont pris d'assaut. Et vu l'affluence dans ces piscines en plein air, eh bien, il en faudrait sans doute plus. Anne-Catherine Crouffer. Lui, c'est la star de la piscine de Stavelot. Baptiste est tout bronzé. C'est normal puisqu'il vient ici tous les jours pendant les vacances. Il est ici comme un poisson dans l'eau. Pourquoi tu viens tous les jours? C'est bien et il fait chaud donc on a besoin de se rafraîchir. En province de Liège, il n'y a que 4 piscines extérieures. Parmi elles, 3 sont situées sur un rayon de 25 km. 3 ponts, Malmedy et celle-ci à Stavelot, un luxe pour la région. C'est les autorités communales qui mettent un poids d'honneur à garder ces piscines qui sont très importantes pour la population parce que tout le monde n'a pas accès à une piscine chez lui. Et ils consacrent un budget assez important pour que les gens puissent s'amuser et notamment profiter d'une piscine qui ici en plus est chauffée. Une piscine qui pourtant avait été détruite lors des inondations, mais la ville n'a pas hésité à la reconstruire. Il n'y a pas beaucoup de piscines extérieures. Nous venons de la région de Verviers avec toutes les inondations qu'il y a eu. Donc Spa n'était pas fait, Eupen n'était pas fait, Chaudfontaine n'était pas fait. Donc à un moment donné, on est venu ici. On nous avait renseigné qu'il y avait une piscine ici qui était toute refaite. Plus près de Liège, une piscine provinciale, celle de Huygimont. Il y a 10 fois plus de monde qu'à Stavelot. Un énorme espace qui n'est possible que grâce à la province de Liège. Les inondations et le plan piscine ont restreint le nombre de piscines ouvertes. Il faut l'eau pour le gérer, mais voilà, on répond effectivement aux besoins de la population. Il faut penser aux personnes qui n'ont pas de jardin, qui sont dans les appartements. Et donc là, la province de Liège joue son rôle social pleinement. 1500 personnes par jour, 47 000 sur la saison. Le constat est clair.
Et parmi les nombreuses conséquences de ces vagues de chaleur, il y a aussi l'augmentation des prix de l'énergie. La principale cause, c'est vrai, c'est la guerre en Ukraine, mais les fortes chaleurs jouent également. Bonsoir Elisabeth Grouters, comment expliquer précisément ce lien entre chaleur et hausse des prix de l'énergie ? Eh bien, il faut analyser la situation dans son ensemble en Europe. La production d'électricité d'origine hydraulique y a chuté de 20% entre janvier et juillet 2022 par rapport à l'année dernière. Ça s'explique en partie par l'assèchement des réservoirs hydroélectriques. En France, par exemple, suite à la sécheresse, le Rhin a produit 25% d'électricité en moins, tant son débit est bas cette année. Avec l'absence de vent, eh bien, le rendement des éoliennes est beaucoup moins important. Et en Europe, la production d'énergie nucléaire a chuté de 12% entre janvier et juillet 2022 également. Et ça, c'est aussi lié à la sécheresse ? Eh bien, ce n'est pas dû qu'aux fortes chaleurs, mais c'est l'un des facteurs exactement. En France, il a fallu réduire la production de certains réacteurs nucléaires, car ces réacteurs puisent dans l'eau des rivières et des fleuves pour se refroidir. Sauf que cet été, eh bien, la température de l'eau est déjà fort élevée. Et quand ces réacteurs rejettent cette eau en milieu naturel, eh bien, elle est encore plus chaude. Et cela, ça menace tout l'écosystème aquatique. Ouais, et voilà aussi qui crée une tension sur les marchés. Oui, puisque l'offre diminue. Par exemple, la Norvège, grand exportateur d'électricité, a annoncé que ses lacs de retenue, donc en amont des barrages, ne sont remplis qu'à un peu plus de 68% au lieu de 79% habituellement en cette période. Résultat, eh bien, elle risque de devoir réduire ses exportations vers l'étranger. Et forcément, ce type d'annonce, ça fait grimper les prix, y compris chez nous. Merci à vous, Elisabeth, pour toutes ces explications.